Je suis un des avocats qui a osé pour la première fois attaquer en justice l'industrie du tabac. Nous avons tué Joe Camel. Nous avons fait supprimer la pub pour les cigarettes et nous avons ouvert la porte à plus de lois en faveur des non-fumeurs. Nous avons de plus en plus de preuves que la consommation de certains aliments riches en calories et en graisses crée dans le cerveau le même type de dépendance que la nicotine, l'héroïne ou la cocaïne. Et de la même façon que l'industrie du tabac avait étouffé pendant des années les études montrant que la nicotine est une drogue dure, comme l'héroïne et la cocaïne, nous avons aujourd'hui la certitude que l'industrie alimentaire n'hésite pas, elle aussi, à utiliser le même genre de pratiques. Fumer tue, oui, mais manger. Aux États-Unis, les autorités sanitaires s'alarment maintenant de voir l'obésité et ses conséquences devenir la première cause de mortalité devant le tabac, avec près d'1 demi-million de morts par an. Nous avons affaire à une épidémie. Et il faudrait vraiment une réaction à la hauteur de l'importance de cette épidémie, qui en termes de pertes humaines est bien plus grave que les épidémies que nous avons connues avec les maladies infectieuses dans ce pays et en Europe. Peut-être même depuis la peste au Moyen-Âge. La France se croyait à l'abri, protégée par ses traditions culinaires. Mais en 30 ans, nos modes de vie ont radicalement changé et le contenu de nos assiettes avec. Aujourd'hui, la France mange mal et nos organismes s'en ressentent. Déjà, 1 adulte sur 2 est en surpoids. Avec 8 millions d'obèses, plus de 500 000 insuffisants cardiaques, 10 millions d'hypertendus et plus de 2 millions de diabétiques, les maladies cardiovasculaires sont à l'origine de 170 000 décès chaque année. L'alerte est aujourd'hui lancée. C'est quand même l'avènement de cette alimentation industrielle de masse qui pose le problème du surpoids et de l'obésité. C'est-à-dire que dans chaque pays où cette alimentation est apparue, on voit augmenter le surpoids et l'obésité. Et qui demain est une véritable bombe à retardement pour les dépenses de santé. Loin de nos assiettes, le laboratoire de l'unité 5227 du CNRS étudie les mécanismes biologiques du cerveau humain, et plus particulièrement les phénomènes d'addiction. Alors en fait ici on a une poche de cocaïne avec 844,6 mg dans 500 ml de sérum physiologique. L'enjeu de l'expérience menée ici, comprendre les mécanismes de la dépendance aux drogues dures. Surprise pour les chercheurs, le résultat ne sera pas celui qu'ils attendaient. Le rat aura le choix entre appuyer soit sur ce levier-ci qui lui donnera une auto-administration immédiate de cocaïne, soit d'appuyer sur ce levier-là qui fera qu'un volume de saccharine sera délivré dans la cupule, qui pourra le boire, et plus il boira, et plus de la saccharine arrivera. C'est un goût sucré qui n'a pas de valeur calorique, donc ce n'est pas nourrissant pour eux, mais c'est uniquement le goût du sucre qui est présent. Le rat a un cerveau dont la structure est apparentée à celle de l'homme et possède les mêmes récepteurs au sucre que ceux que l'on retrouve chez l'homme. Quotidiennement, les rats sont entraînés à appuyer sur les 2 leviers et ils savent exactement les conséquences de l'appui sur l'un ou sur l'autre. Donc on est sûr qu'il connaît bien la consigne avant de jouer. Voilà, là il vient d'appuyer sur le levier saccharine pour obtenir sa récompense. Donc il s'impatiente en attendant le choix suivant. Saccharine choice, donc vraiment il a basculé entre la cocaïne et la saccharine. Malgré des semaines d'exposition à la drogue et au sucre, on s'est rendu compte que la majorité des animaux préféraient le sucre et les sensations qu'il procure aux sensations artificielles de la cocaïne ou de l'héroïne. Donc ça veut dire que le sucre a un potentiel addictif, je dis bien un potentiel addictif, supérieur aux drogues d'abus dites dures. Le problème, c'est que dans l'environnement dans lequel on est, on va dire le cerveau est un peu leurré
par des produits riches en sucre et en graisse, et en fait il n'a pas évolué pour limiter sa consommation lorsqu'il fait face en fait à des produits et des aliments riches en graisse ou en sucre. Au contraire, plus il y en a et plus il consomme. Le goût unique du la plus croustillant, c'est le goût irrésistible. Tout est dans la recette. Un jus de fruits. Or, du sucre, aujourd'hui, il y en a presque partout. Prends soin de toi. On ne prend plus le temps de bien manger, on nous sert des plats tout préparés. Les produits transformés se sont imposés dans les menus et dans les micro-ondes, rendus appétissants par le marketing et la publicité. Pourtant, ils sont encore souvent trop riches en sel, en sucre et en gras. Regarde ce bon chocolat. Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans l'assiette, il y a qu'à prendre le menu d'un jeune enfant français moyen. Le matin, il va prendre des céréales bourrées de sucre, d'édulcorants, etc. Le midi, il va manger des hamburgers avec des frites, avec des nuggets éventuellement. Aux 4 heures, il va prendre des chocolats fourrés. Et puis le soir, il va manger des pop-corn devant la télé en buvant un soda. Je caricature à peine quand je dis ça. Il y a un lien indiscutable entre l'alimentation et les maladies métaboliques qui sont en train d'exploser, c'est-à-dire le diabète et les hyperlipidémies, et également l'hypertension artérielle, qui n'est pas une maladie métabolique, mais qui est un facteur de risque cardiovasculaire, et l'alimentation, trop riche en sucre, trop riche en gras, trop riche en sel. Aujourd'hui, 80% de nos aliments ont subi un processus industriel. Sans s'en apercevoir, très progressivement, nous sommes tous devenus dépendants d'un mode de consommation où le contact avec les aliments bruts et naturels s'est perdu. On l'a accepté comme une évidence parce que c'est pratique, parce que c'est rapide. On a à composer avec un système qui a été complètement transformé en 40 ans. Et nous subissons, je ne sais pas si c'est bénéfique ou pas, nous subissons une modification énorme des circuits de distribution et de l'aliment que nos gènes n'ont sûrement pas eu l'habitude, en tout cas le temps, de digérer pour s'adapter. Puisqu'en fait, on s'est adapté, nos ancêtres se sont adaptés au fil du temps, mais ils ont eu le temps de s'adapter. Et la révolution alimentaire que nous vivons depuis 50 ans a été trop rapide pour que nos gènes s'adaptent. Il s'appelle Pierre Menton, c'est un chercheur, un lanceur d'alerte. Spécialiste de l'hypertension, il est l'un des rares scientifiques français à oser dénoncer certaines des transformations industrielles de notre alimentation. De manière générale, le secteur agroalimentaire actuellement produit des aliments qui, d'une part, sont appauvris en plusieurs nutriments de base très importants, comme des vitamines, des minéraux, fibres et autres. Et en parallèle, le secteur agroalimentaire ajoute des quantités massives, encore une fois, de produits comme le sel, mais aussi le sucre, ou bien certains types d'acides gras nocifs pour la santé. Et ces produits se retrouvent ensuite donc largement consommés par la population, sans les prévenir des conséquences nocives que cela peut avoir pour leur santé au long terme. Actuellement, une caractéristique du sel, comme du sucre d'ailleurs, c'est que ce sont devenus des produits très peu chers et qu'on retrouve de manière très générale dans la population, puisque la consommation de sel est à peu près identique, quelles que soient les catégories sociales. Il n'y a pas de relation évidente entre le revenu mensuel et la consommation de sel journalière. Donc on peut dire que c'est un produit qui s'est démocratisé et qui fait des ravages en quantité excessive dans toutes les catégories sociales. C'est la dernière enquête de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui le montre. La consommation moyenne de sel dans la population française est de 8,5 grammes par jour et par personne.
Alors 8,5 grammes par jour et par personne, multiplié par 365 jours et multiplié par 50 millions d'adultes, ça fait 180 000 tonnes de sel. Donc à peu près des quantités de sel similaires à celles que vous voyez ici. Donc des montagnes de sel. Un volume annuel très profitable à l'industrie du sel, mais pas uniquement. Ce n'est pas le sel que l'on rajoute soi-même avec la salière. C'est pour l'essentiel, plus de 80% du sel qui est déjà présent dans les aliments que nous consommons. Donc du sel qui est ajouté au cours de la préparation ou de la transformation de ces aliments par le secteur agroalimentaire. Donc c'est vrai du pain, du fromage, charcuterie, soupe, céréales, tous les plats préparés en général. Si le sel, c'est mauvais pour la santé de la population, par contre c'est bon pour la croissance économique, puisque une des conséquences principales de cette consommation excessive de sel, c'est de pousser à la consommation de boissons. Rajouter du sel dans des aliments, ça a aussi une propriété gustative très particulière qui est de rehausser les saveurs sucrées et d'inhiber les saveurs amères. Donc ça explique pourquoi vous trouvez du sel dans beaucoup de produits sucrés, chocolat, pâtisserie, glace, etc. Et une troisième fonction, c'est que quand vous rajoutez du sel dans des aliments carnés, en général, donc charcuterie, poisson, fromage ou autre, vous augmentez la quantité d'eau présente dans l'aliment. Donc autrement dit, plus vous avez de sel dans l'aliment, plus vous avez d'eau. Et comme certains de ces aliments sont vendus au poids, et ben donc on vous vend en quelque sorte de l'eau pour du poisson ou de la saucisse. Pierre Menton ne cesse de le rappeler, ce n'est pas le sel en soi qui est le problème, mais son excès, quand il est ajouté aux aliments à notre insu par les industriels. Résultat, en France, la consommation se situe encore au-delà des 5 grammes par jour qu'il ne faudrait pas dépasser selon l'Organisation mondiale de la santé. Depuis une quarantaine d'années, plusieurs dizaines d'expertises collectives ont montré que cet excès de sel chronique a des conséquences néfastes pour la santé. En premier lieu, elle augmente le risque d'hypertension et donc de maladies cardiovasculaires. Et il faut rappeler que c'est une des premières causes de mortalité et de morbidité en France actuellement. Pierre Menton n'est pas le seul chercheur à lancer l'alerte. Depuis plus de 10 ans, à travers le monde, tous les experts de l'OMS dénoncent à l'unanimité les ravages de l'excès de sel dans notre alimentation. L'hypertension est la principale cause de mortalité dans le monde à travers les accidents cardiovasculaires. Et la forte surconsommation de sel dans presque tous les pays en est l'une des principales causes. Si on réduit cette consommation de sel, l'hypertension baissera elle aussi. Et on sauvera la vie de milliers de gens qui meurent inutilement d'accidents cardiovasculaires. Nous avons calculé qu'une réduction de 3 grammes de sel par personne et par jour sauverait entre 1 et 2 millions de vies par an dans le monde. Il a été demandé que progressivement l'industrie agroalimentaire réduise les quantités de sel dans ses aliments. À ma connaissance, ça n'a pas été fait. Mais il n'y a pas eu de texte réglementaire obligeant l'industrie agroalimentaire à le faire. Depuis 2002, donc la position officielle des pouvoirs publics français, c'est de reconnaître l'existence du problème, mais de dire on se repose sur le volontariat du secteur agroalimentaire pour remédier à ce problème. Or, on voit actuellement, et c'est la dernière enquête de l'AFSA qui le montre très très bien, que la situation n'a pratiquement pas évolué entre 2000 et 2007 en France sur le problème de l'excès de sel. Des rapports, les tiroirs des ministères en sont pleins. Bon, entre un rapport et quelque chose qui existe après, il faut qu'il y ait une loi et des décrets d'application. Or, souvent en France, il y a la loi, mais il n'y a pas de décret d'application. Donc un rapport, pour moi, n'a aucune utilité, à partir du moment où il n'est pas suivi des faits. Il faut savoir qu'il y avait eu un groupe de travail mis en place avec l'AFSA, qui est l'agence de santé, sur ces questions, et qu'il y a eu un chantage de l'industrie agroalimentaire qui ne voulait pas signer le rapport si, dans les recommandations qui sortaient de ce groupe de travail, il y avait le fait de mentionner sur les plats la quantité de sel. Donc on voit que finalement, il y a une vraie volonté donc, du lobby agroalimentaire d'empêcher les consommateurs de connaître quelle est la teneur en sel de l'ensemble des plats, de façon évidemment à pouvoir continuer tranquillement à cette surconsommation de sel. Pierre Menton prêche inlassablement aux 4 coins du pays
pour que l'évidence scientifique l'emporte sur les intérêts d'un secteur économique puissant. Comme aujourd'hui, à Dijon, auprès de médecins généralistes et spécialistes. Sur le problème de l'excès de sel, comme sur les autres problèmes de santé publique, vous restez le meilleur relais auprès de la population des messages de santé que l'on peut émettre, et de très loin. Rien ne remplacera un médecin qui, de manière régulière, dit à son patient « vous devriez plutôt faire ça que ça ». Vous voyez que chez les 3-10 ans, vous avez déjà à peu près 25% des enfants qui consomment des consommations de sel de l'ordre de 12 grammes, 10 grammes et 8 grammes par jour. Vous savez probablement que le rein, en fait, se mature fonctionnellement jusqu'à l'âge d'environ 5-6 ans. Et donc, en fait, vous avez des enfants dont le rein n'est pas encore mature, qui sont exposés déjà à des consommations de sel absolument excessives. Jusqu'à preuve du contraire, bon, fumer, ça reste un acte volontaire, hein, même s'il y a tous les problèmes d'addiction et autres. Ici, on met tout le monde au régime sursalé, et puis après, on voit ce qui se passe. Hein. Depuis quelques années, vous avez des marques industrielles pauvres en sel. Bravo! Sauf qu'évidemment, c'est des gammes spéciales, donc vendues plus cher que la gamme normale. En 2008, on a de plus en plus de médicaments. On a des rayons alimentaires qui sont surchargés, donc on devrait se dire tout va bien, on devrait être qu'en bonne santé par les aliments et par les médicaments. Or on s'aperçoit que c'est l'inverse, que dans tous les cabinets, toutes les pathologies progressent, que ce soit le diabète, l'obésité, l'hypertension, etc. Dans ce type d'enseignement, on apprend à prévenir plutôt qu'à guérir les maladies, c'est-à-dire à empêcher que la maladie ne survienne par une alimentation adéquate avant, surtout. Prévenir les méfaits d'une mauvaise alimentation, sur ce terrain, le public demande à être mieux informé. Pour lui répondre, les ateliers éducatifs fleurissent ici et là. Dans la Sarthe, l'espace santé active créé par la Sécurité sociale a investi, ironie de l'histoire, le local d'un ancien fast-food. Bonjour à tous, bienvenue donc à l'espace santé active. Je ne me suis même pas présentée, je suis Agathe Gégou, conseillère à l'espace santé active. Et aujourd'hui, on va travailler ensemble sur les maladies cardiovasculaires avec Sylvain Pichon, qui est infirmier libéral. Bon, vous connaissez tous le cholestérol. Donc vous avez une artère, hein. Quand elle est en bonne santé, elle est lisse, fluide, hein, le sang passe aisément. Et quand on mange trop de graisse, au fil des années, on peut avoir des petites plaques de graisse qui vont se coller le long du tuyau. Et souvent, quand on fait un infarctus, en fait, c'est qu'on a, mettons, une artère qui s'est bouchée, par exemple là. Et en plus, avec l'hypertension, le tuyau n'arrive plus à être souple. Et il devient rigide. Et donc tous les ans, un petit contrôle, ça coûte pas cher à la Sécu. Et par contre, en termes de prévention, ça rapporte gros. Alors maintenant, on va jouer. On va vous proposer un petit jeu. Le but du jeu, ça va être de chasser un petit peu les idées reçues sur la quantité de sel qu'il peut y avoir dans certains aliments. Donc vous allez essayer de les classer du plus salé, hein, jusqu'au moins salé. Les chips, c'est très salé. Ça, c'est pas du tout salé. Le beurre, c'est pas salé. C'est que des matières grasses. La conserve, c'est salé. Un petit peu. Les produits qu'on achète déjà tout prêts, ouais, ils sont pleins de sel et plein de lipides, plein de graisse. On a fait le tour ? Eh ben, on va passer aux réponses. Si on veut faire attention, bien sûr, on est obligé de regarder un petit peu les étiquettes des produits qu'on achète. Et vous allez pouvoir repérer le sel par le mot sodium. L'industrie agroalimentaire s'est rendu compte que c'est facile de rajouter du sel. Ça va être un peu plus, pour les papilles, un peu plus attirant. Et donc, les gens ont tendance à acheter un peu plus de ce produit-là. Donc, au fil des années, ils ont augmenté les doses de sodium, comme ça, subrepticement, régulièrement, et tout à fait en désaccord avec les lois de la santé. Alors c'est vrai pour l'excès de sel, mais c'est vrai aussi pour tous les autres déséquilibres alimentaires, hein, excès de sucre, excès de graisse, etc. Ce qu'il faut bien voir, si vous voulez, c'est que le problème, c'est une exposition chronique, donc tout au long de la vie des individus. Et donc vous avez ensuite donc les problèmes de santé qui apparaissent, donc pas immédiatement, effectivement, puisque ces expositions, ces surexpositions à l'excès de sel, à l'excès de sucre ou à l'excès de graisse, produisent des effets santé, mais en général qui ne sont pas immédiats.
Chez certaines personnes, ça peut apparaître assez rapidement, mais chez la plupart des personnes, ça va apparaître beaucoup plus tardivement, c'est-à-dire à 20, 30, 40, 50 ans, où la personne va développer donc une hypertension, une obésité, un diabète, une hypercholestérolémie, et donc va être à risque d'avoir un accident cardiovasculaire. Et sur le terrain, les effets de 40 ans de révolution alimentaire commencent à se faire sentir de manière spectaculaire. Comme ici dans le Nord, à l'hôpital de Douai, où l'on s'inquiète de la rapide progression de toutes les maladies liées à une alimentation trop riche en sucre et en gras. Dans les années 2000, on était à environ 10-11% de la population adulte avait une obésité, pour passer maintenant à ce chiffre record de 18,1%. Donc il y a une très nette progression sur ces dernières années. Ah, ça va être comme en Amérique, les populations de patients obèses. Et donc avec une mortalité qui va aller en augmentant. On retrouve également une augmentation importante de la prévalence du diabète dans la région, le diabète de type 2, diabète qui est plus volontiers lié à l'excès de poids d'ailleurs, à la sédentarité aussi, puisqu'on est également parmi les chiffres de prévalence les plus élevés de France métropolitaine sur les 10 dernières années. Le diabète de type 2, aussi appelé diabète de l'âge mûr, est dû à l'effet du sucre dans le sang, quand le corps ne sait plus l'assimiler correctement. Il ne se guérit pas et impose au malade un régime alimentaire strict, à vie. Chaque semaine, à l'hôpital de Douai, un groupe de parole réunit les nouveaux diabétiques de la région pour les aider à faire face aux conséquences de leur maladie. Donc en fait, moi je suis Audrey Salaise et je suis psychologue dans le service. Donc ce matin, on vous a réunis pour faire le point avec vous. Vous, monsieur, qu'est-ce que vous attendez de cette hospitalisation? Moi, peut-être un miracle, se priver d'insuline. Donc vous êtes là pour rééquilibrer votre diabète? Oui. Avec notre vie qu'on mène, la vie moderne qu'on a à l'heure actuelle, qui a le temps de cuisiner? Il faut se poser la question. C'est bien beau d'acheter des légumes, mais on a le temps quand? Moi, je vois, j'ai mon épouse qui part le matin à 7h moins le quart, comme beaucoup de gens, qui revient à 8h moins le quart. C'est très difficile de faire, après sa journée, cuisiner et tout. Alors, il y a aussi les plats préparés. Et ça, c'est une catastrophe, ce truc-là. C'est poison. Enfin, à mon avis, c'est poison. C'est poison, c'est bourré de tout ce qu'il faut pas aussi. D'accord. Pourquoi rajoute-t-on du sucre? Ça, moi, j'aimerais bien que des industriels qui font leur mixture répondent à cette question. Si c'est pas pour donner plus d'envie... Ouais, l'envie de sucrer. L'envie du sucré, donc c'est tromper la personne et les résultats sont là. Même sans sucre, il y a un petit pourcentage de sucre, mais il y en a quand même. D'accord. Il y a du sucre partout, quoi. Ah ouais, partout. On peut plus manger ce qu'on veut maintenant. On sait faire des lois pour plein de choses, pour la cigarette, mais seulement pour interdire aux industries de mettre trop de sucre ou de faire des aliments beaucoup plus sains. Ça, on a du mal à les faire passer. Et comment vous pensez qu'elle va évoluer, votre maladie? Vers la mort. Vers la mort. Là, étant donné qu'on ne peut pas en guérir. Plus tard possible, j'espère. Mais, hein? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout est caché. Les fabricants ont la main lourde. On nous dit que c'est les meilleurs produits, et dès qu'il y a une enquête, on dit attention, oh là là, c'est pas le meilleur. Donc quoi faire? Pourquoi, sachant que des études sont faites, pourquoi on continue quand même à les trouver sur le marché? Puisque c'est si mauvais que ça pour la santé. Personne n'est à l'abri, personne. Moi, par rapport, par exemple, à mon vécu à moi, où on a des horaires où on termine tard, et la solution de facilité, c'est le plat préparé, c'est la soupe en poudre, et qui n'est pas forcément adaptée. On m'a découvert une hypertension artérielle avec, ce que je savais déjà, une surcharge pondérale, et donc avec un risque cardiovasculaire élevé. Donc je dirais que tout le monde est touché. Aujourd'hui, l'hypertension et le diabète impactent l'espérance de vie de l'ordre de 7 à 8 ans.
Et non seulement c'est de l'espérance de vie en moins, c'est des vies en moins, des années de vie en moins, mais c'est aussi souvent des fins de vie avec du handicap. Aujourd'hui, on sait que l'hypertension artérielle, comme le diabète, aboutissent à des fins de vie avec soit des amputations pour le diabète, soit de l'insuffisance cardiaque, soit des accidents vasculaires cérébraux, soit de l'insuffisance rénale. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout de mourir plus jeune brutalement, c'est aussi vivre avec du handicap quand on a ces facteurs de risque. Chaque année, rien qu'en France, 19 000 amputations sont liées aux complications du diabète. Bonjour, bonjour. Les victimes de cette nouvelle lèpre des temps modernes payent cher les conséquences de leur mauvaise alimentation. Jeanne la momie. Je m'en passerai bien. Hein. Il y a combien de temps que vous avez été amputé des deux derniers orteils? 1 an et demi. 1 an et demi. Donc les pieds, ils ont pris un sacré coup. Hein. Moi, je le sens, hein. Ça me fait tellement mal. Pour appuyer dessus. Il y a des gens diabétiques dans votre famille? Non. Et c'est vrai que j'en vois beaucoup plus que je n'en voyais avant. Et c'est vraiment lié, en tout cas pour le diabète de type 2, à l'alimentation. L'alimentation a une part énorme dans l'apparition de la maladie. Merci. Il y a 2,5 millions de diabétiques de type 2 en France, dont 400 000 qui s'ignorent. Mais c'est le rythme de progression de la maladie qui inquiète le plus. Les projections qui avaient été faites pour les années à venir montrent que le diabète dans le monde entier va exploser avec une augmentation de 50 à 100% du nombre de diabétiques dans l'ensemble des pays du monde. Mais la France, qui fait partie des pays dits riches, n'est pas exempte de cette épidémie puisque entre 1990 et 2005, le nombre de diabétiques connus et traités en France a doublé. Les meilleurs éléments de comparaison se trouvent aux États-Unis, là où a été inventée la malbouffe. Là-bas, un enfant sur 3 est victime d'obésité et l'alerte sur les excès de sucre et de graisse dans l'alimentation a été lancée depuis longtemps. Pourtant, le diabète de type 2 continue à progresser et aujourd'hui, il n'épargne même plus les enfants, comme ici à Milwaukee, où un service de diabétologie leur est spécialement dédié. Vision d'anticipation de ce qui nous attend peut-être. Ok. Son niveau d'insuline n'était pas aussi élevé à la dernière consultation. On va le contrôler de nouveau et voir ce qu'il en est. C'est le grignotage en tout genre l'origine de tous vos problèmes. Les beignets, les cookies, ce genre de choses. Il y a environ 150 enfants atteints de diabète de type 2 dans cet hôpital. Le plus jeune diabétique qu'on a eu a été diagnostiqué à 6 ans. Vous vous rendez compte? Un diabète de type 2 à 6 ans. Ok, great. Elle vient juste d'avoir 12 ans, c'est ça? Elle a une alimentation beaucoup trop riche en graisse et en sel. Il faut que je la revoie dans 6 mois. Je vous laisse tout l'été pour y travailler. Il faut réagir au fait qu'elle se maintient bien au-dessus de la courbe de poids normale. Prends ça. Ça pèse 2,5 kg. C'est comme 2,5 kg de beurre. Quand on pèse 95 kg, on se dit 2,5 kg ce n'est rien, mais 2,5 kg c'est beaucoup. Ce n'est pas rien. Même 500 grammes c'est un début. Donc chaque fois que tu éviteras de boire un soda, il faut te dire que ça représente l'équivalent de tout le sucre accumulé avec tous ces sodas. Ces 10 dernières années, nous avons remarqué qu'il y a 10 fois plus de diabète de type 2 chez les enfants et adolescents. Avant, il était présent en majorité dans les groupes socio-économiquement défavorisés et chez les minorités. Maintenant, on l'observe aussi chez les Blancs, sans distinction de revenus. Je suis très inquiète pour l'avenir de ce pays, pour l'effort économique qu'il faudra fournir face à l'explosion des coûts de santé, avec tous ces gens qui vont souffrir de diabète de type 2. La crise sanitaire engendrée par la malnutrition n'est pas prête de diminuer, au contraire. Pour les plus hautes autorités scientifiques, les États-Unis se trouvent aujourd'hui dans une position inquiétante, unique dans leur histoire. C'est très inquiétant de voir que pour la première fois, dans certaines régions des États-Unis, l'espérance de vie a raccourci.
C'est une tendance que nous avions observée. L'obésité avait augmenté dans ces mêmes régions avant de se propager dans tout le pays. Donc, il est tout à fait possible que ce déclin de l'espérance de vie s'étende également au reste du pays et touche une population plus large. Aux États-Unis, pas plus que dans les grandes capitales occidentales, les politiques n'ont encore réagi à la hauteur de la gravité de l'épidémie de diabète sucré et d'obésité. Conséquence, elle risque de s'installer durablement. Nous avons réussi à rester assez indépendants dans nos recherches. Mais lorsqu'il a fallu transcrire les résultats en réglementation, aucun membre de notre département de nutrition à Harvard n'a été autorisé à faire partie du Comité national des réglementations diététiques, alors même qu'une grande partie des recherches avait été menée chez nous. Bref, quand il a fallu constituer un comité pour revoir les réglementations sur la base des résultats scientifiques, nous avons tout simplement été exclus. En France, Pierre Menton aussi dérange. Pour avoir été l'un des rares scientifiques à oser rappeler haut et fort les effets néfastes de l'excès de sel dans notre alimentation, il a d'abord subi des pressions au travers de son employeur. Voilà la lettre du Comité des salines de France, donc adressée au directeur général de l'INSERM en 2006. Dans un récent passé, nous vous avons alerté sur les attaques sans fondement scientifique à l'égard du sel alimentaire auquel, dans sa monomanie, Pierre Menton se livrait sans discernement ni mesure. Nous nous réservons d'engager les poursuites prévues par la loi. Néanmoins, dès à présent, nous vous invitons à prendre à l'égard de ce chercheur extravagant les sanctions qui s'imposent et de publier un communiqué marquant clairement que l'INSERM se désolidarise de ces allégations. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de nos sentiments distingués. Il ne faut pas que les gens s'imaginent que ce type de lettre ou ce type de pression se fait comme ça une fois tous les 3 ans ou une fois tous les 4 ans. Non, c'est une activité de lobbying qui est une activité de lobbying continue et systématique qui concerne les professionnels de la santé, mais aussi donc les médias, les parlementaires, le monde politique, les cabinets ministériels, les enseignants, etc., etc. Les pressions n'ayant pas réussi à le faire taire, Pierre Menton se retrouve en janvier 2008 sur le banc des accusés, attaqué en justice par ceux dont il dénonçait l'action. Je suis attaqué en diffamation par le Comité des salines de France, qui apparemment s'est reconnu dans une phrase que j'avais prononcée dans un article de presse en 2006, qui disait « Le lobby du sel est très actif, il désinforme les professionnels de la santé et les médias ». C'est tout à fait surprenant, c'est-à-dire qu'on entraîne devant les tribunaux ceux qui racontent ce qui se passe et on n'entraîne pas devant les tribunaux ceux qui font ce qui est mal. Moi, j'étais directeur général de la santé de 1997 à 1999, et avant, je m'étais occupé de la Conférence nationale de santé en 96 et en 97. En principe, le lobbyisme, c'est discret. Un lobbyisme qui devient voyant, c'est un lobbyisme raté. Et dans une certaine mesure, le procès de Menton est une forme de lobbyisme raté, parce que ça a été trop loin. On a pris un scientifique et on l'a traîné en justice, ce qui est aberrant dans un monde de liberté et puis dans un monde scientifique. Ce soir, au journal télévisé, on va parler du procès de Pierre Menton, on va parler effectivement du lobbying de l'industrie du sel, qui n'est plus à démontrer. La preuve, c'est que d'ailleurs, ils continuent effectivement dans cette logique-là. Ah oui, c'est bon, ça vous fait quel effet aujourd'hui de vous retrouver finalement dans cette position-là, d'être accusé donc de diffamation? Oh, écoutez, l'effet, je ne sais pas, hein, je suis un peu surpris effectivement dans un pays de 60 millions d'habitants, ce soit des individus qui doivent monter au créneau sur de tels sujets, alors qu'on a quand même des agences, des instituts, des ministères de la Santé qui normalement sont là pour s'occuper de la santé de la population. Le tribunal. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Ce serait dramatique que l'industrie agroalimentaire et les salines gagnent contre Pierre Menton, parce que nous avons besoin absolument de briser cette omerta sur cette question du sel. Il faut
que nous puissions repartir dans l'année qui vient, dans les 18 mois qui viennent, avec l'obtention de cet affichage de la teneur en sel des plats préparés. Mesdames les directrices, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, ce colloque qui nous réunit dans le cadre du programme national Nutrition Santé a Pour donner priorité à la santé publique dans la lutte contre les maladies de la malbouffe, en 2001, le gouvernement Jospin avait créé le PNNS, le Programme national Nutrition Santé, avec un objectif, agir sur notre alimentation pour tenter d'endiguer la progression de l'obésité et de ses conséquences sur la santé. Pour la santé et en particulier l'obésité, avec une prévalence, par exemple, beaucoup plus élevée. Mais pour son fondateur, la tâche s'avère plutôt délicate. Que dans le sud-ouest. Dans cette lutte, à un moment qu'il y a des enjeux économiques, alors on le sait pour l'alimentation aujourd'hui, on le savait déjà pour le tabac ou pour l'alcool, les lobbies sont puissants, les lobbies essayent de déstabiliser, les lobbies essayent d'utiliser des voies contournées pour essayer parfois de contrer les voies des scientifiques. Dans les coulisses du pouvoir politique, les industriels s'activent. Pour maîtriser l'information les concernant, ils entretiennent les cellules de veille, chargées de repérer les journalistes importuns. Ils n'hésitent pas non plus à sponsoriser des colloques sur l'obésité pour faire passer leur message jusque dans les plus hautes sphères de la République. Alors évidemment, l'industrie agroalimentaire doit être un acteur majeur dans ce débat. On doit avoir une approche positive de l'alimentation. Malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, on stigmatise beaucoup, on diabolise beaucoup. Et ce que l'on voudrait éviter, si vous voulez, c'est que l'industrie agroalimentaire passe systématiquement comme le vilain canard que l'on diabolise. Il ne faut pas oublier finalement qu'il y a 50 ans, nous vivions dans un régime de rationnement alimentaire. Alors aujourd'hui, le défi auquel nous sommes confrontés, c'est la surabondance. Et pourquoi est-ce que l'industrie finalement s'est développée? C'est tout simplement pour permettre de mettre à la disposition du consommateur 24 heures sur 24, 365 jours par an, des produits qui, par essence, sont saisonniers. Donc, c'est clair que le rôle de la conserve, le rôle de surgelé et le rôle de toutes les transformations, quelles qu'elles soient, sont absolument vitales pour l'avenir de notre pays. Voilà ce que je voulais dire. En l'espace de 30 ans, notre paysage a été remodelé au profit du tout automobile et des grandes surfaces. Un quadrillage du territoire réalisé au nom d'une alimentation plus abondante, toujours moins chère et accessible à tous, mais accompagné d'un formatage industriel qui nous a fait oublier l'origine même de notre nourriture, toujours plus uniformisée et masquée par une grande diversité de marques. Carrefour, Carrefour c'est aussi Shopee, c'est aussi 8 à 8, c'est aussi ED l'épicier, etc. Donc je veux dire, le consommateur se dit, moi je ne vais pas chez Carrefour, je vais chez ED. En vérité, c'est la même maison. Donc on a une espèce de concurrence apparente avec finalement un choix qui se restreint de plus en plus, puisqu'on n'a plus que 6 centrales d'achat qui contrôlent le marché. J'aime bien prendre l'exemple, vous savez, d'un petit sablier qu'on retourne pour décompter le temps de cuisson des œufs à la coque. Eh bien, c'est comme si on voulait faire passer par le haut 70 000 entreprises fournisseurs, 300 000 exploitations agricoles, et pour rejoindre tout en bas 62 millions de consommateurs. Au point le plus étroit où le sable va s'écouler lentement, vous avez 6 centrales d'achat qui contrôlent, qui disent aux fournisseurs où vous payez, où vous ne passez pas. Si vous ne payez pas, vous n'aurez pas accès à nos rayons, et donc vous retournez d'où vous venez. La grande distribution ne vous attaque jamais sur autre chose que le prix. Pour gagner de l'argent avec ces gens-là, il faut être très, très, très fort. Et si je n'avais pas eu le passé que j'ai eu dans l'industrie et j'allais dire l'habitude au fond des négociations difficiles, eh bien je crois que je n'aurais pas réussi. Par exemple, on arrive pour négocier un tarif, eh bien la grande distribution vous dit la concurrence est à 3 €, vous êtes à 4, ou elle est à 2, vous êtes à 3. Donc on ne peut pas prendre vos produits. C'est pour ça que je dédouane un tout petit peu l'industrie, parce que comme on lui tient que ce discours de prix, elle est amenée, en retournant à l'entreprise, de dire à son gars des process, eh bien il faut que tu m'abaisses le prix de revient, parce qu'on ne passe pas. Donc ça veut dire également que cette pression de la distribution fait que nous arrivons à un abaissement de la qualité parce qu'on appuie en permanence sur le prix. Bien sûr qu'on va jouer sur la qualité. On va utiliser beaucoup de produits gras, des sucres, on va compenser. Un fruit qui n'a pas de saveur, dans un jus de fruits par exemple, un jus d'orange, c'est pas grave, on met du sucre et tout ira bien. Donc je veux dire, voilà, on a les colorants qui vont bien, tout ça, ça joue bien sûr sur la qualité. C'est-à-dire qu'on se sert de farine pour faire de la sauce blanche parce que pour pouvoir transporter correctement tous ces produits en tuyauterie et faire les doses mécaniquement, on est obligé de mettre ces amidons. Seulement quand on met de l'amidon, on modifie le goût.
Et après, on est obligé de réenrichir en goût, c'est-à-dire de mettre des exhausteurs, de mettre des acides, de mettre des choses comme celle-là, pour redonner le goût qu'on a tué par les amidons. Donc c'est un travail carrément de chimiste. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé le moyen de constituer un plat simple sans utiliser ces artifices-là. C'est la raison d'être, je dirais, un petit peu de cette alimentation industrielle qui doit flatter le goût. Si vous ne mettez pas suffisamment de matière grasse, à ce moment-là, le produit apparaîtra moins onctueux, on cherchera un peu moins à en prendre. S'il n'y a pas suffisamment d'exhausteurs du goût, ben, ça sera très fade. Et puis, s'il n'y a pas tous ces colorants, vous n'aurez pas tendance à acheter ces produits. Pourquoi rougir des dents plaisir pour la plus croustillante des tentations. Hiver, mais tellement fondant. Un chocolat intense. Du bon chocolat. Sans colorant foncé. Aucun sucre ajouté. Je suis une nutritionniste en colère parce qu'en fait, on traîne la nutrition dans la boue marketing. On lui fait dire des choses qu'elle n'a pas envie de dire, avec des belles images, avec des belles allégations, et ça me met en colère, oui. Le consommateur aujourd'hui, il a envie, il a besoin d'avoir des informations nutritionnelles, mais qui soient fiables, qui soient loyales. Alors ça, ce sont des best-of, parce que c'est les produits qui sont les plus vendus pour les goûters des enfants. Pauvres enfants, parce qu'en fait, il y a quand même 20% de lipides pas loin là-dedans, hein, c'est-à-dire à peu près autant qu'une entrecôte. Donc c'est beaucoup, 19% de lipides pour un gamin, c'est beaucoup. Hein. C'est une étude européenne qui montre que on a demandé aux Français est-ce qu'ils lisaient les étiquettes, ils répondent oui à une majorité. Seulement, ce qu'ils appellent lire l'étiquette, c'est lire la marque et puis ce qu'il y a en face principale. Mais ils lisent évidemment pas la liste des ingrédients, et qui va toujours décrescendo, c'est-à-dire l'ingrédient le plus pondéreux jusqu'à celui qui est le moins pondéreux. En général, c'est tout petit, il faut prendre une loupe. Ce qu'il faut éviter de donner à des enfants, c'est des graisses saturées, donc matières grasses végétales hydrogénées, et du sucre ou des sirops de glucose. Bon, là, malheureusement, sur ce type de produit, c'est très abondant. Après, il faut être docteur en nutrition pour comprendre l'impact que ça a sur votre santé. Et moi, je vous dis que ça a un impact qui n'est pas fameux sur la santé. Quand vous avez matière grasse végétale hydrogénée en troisième ingrédient, c'est-à-dire que ça a au moins 10 ou 15% dans le produit, c'est pas ce qu'on peut souhaiter de mieux pour un enfant. Il vaut mieux leur donner du pain et du chocolat. Un mercredi matin ordinaire, dans une famille ordinaire de province. C'est pas toi qui vas démasquer. Fais le plein d'énergie et deviens aussi fort qu'un ninja. La petite bouteille pleine d'énergie. Tiens le bon bouteille. Écoute la pub. T'as écouté, Sarah? Ça peut dire quelque chose, ça doit où le goûter? Qui rend complètement waouh. On va au casino. Oui, on va au casino acheter un chewing-gum, oui. Et il y a aussi beaucoup de tentations au niveau de la télé. On voit bien des fois quand on va dans les magasins, ouais, tu m'achèteras telle chose parce qu'il se passe à la télé. Ma copine, elle a mangé ci, nous on mange pas ça. Il y a beaucoup de choses qu'ils voient à la télé et je trouve que c'est pas forcément toujours bon parce que entre les publicités, on nous dit mangez 5 fruits et légumes par jour, mangez pas trop les repas, mangez pas trop gras. Et juste à côté, vous avez une pub avec la grosse pizza pleine de graisse. Je trouve que c'est une contradiction qui est franchement... c'est vraiment... je trouve qu'il y a beaucoup de publicités qui sont en contradiction avec toutes les campagnes d'information qui sont lancées. Et puis c'est sûr que ça leur donne envie parce qu'en plus, ils voient le produit et c'est présenté vraiment d'une manière qui donne relativement envie, hein, je dirais. Publicité contre prévention, au cœur même des programmes pour enfants, le combat des messages semble bien inégal. Pour y remédier, un collectif d'associations mené par l'UFC Que Choisir, l'une des principales unions de consommateurs en France, a décidé de s'en prendre frontalement aux industriels, avec les médias comme témoins et les politiques pour cible. On est face à un lobby extrêmement puissant, qui est l'industrie agroalimentaire. Au moment de la loi Eval, les scientifiques avaient établi la nécessité d'agir sur 3 fléaux: l'alcool, le tabac, l'obésité. Alors je ne sais pas pour quelle raison, ou je le sais trop bien, 2 ont été traités, l'alcool et le tabac, et en quelque sorte c'est resté en carafe le dossier majeur de l'obésité. On est depuis 40 ans gavé de produits chocolat et confiserie, donc doublement de la consommation, boissons sucrées triplement, yaourt et desserts lactés multipliés par 8. Aujourd'hui, 93
% des enfants ont une consommation de fruits et légumes insuffisante par rapport à leurs besoins. 93%. Pour le moment, le gouvernement ne bouge pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous adressons une lettre ouverte à Roselyne Bachelot, qui est quand même, je dirais, elle a une double compétence. Elle est ministre de la Santé et de la Jeunesse. Et il s'agit bien de l'obésité infantile. Donc il est temps que le gouvernement prenne à sa charge ce fléau sanitaire. Et clairement, il y a un combat avec l'industrie agroalimentaire qui est très puissante et dont on sait qu'elle détient l'éducation sanitaire et alimentaire de nos enfants par les messages publicitaires, parce qu'elle leur propose. Et c'est un enjeu extrêmement important où il faut qu'on arrive à gagner. Ça fait maintenant 3 ans que l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, a demandé qu'on cesse une incitation permanente à manger des produits gras et sucrés en plein cœur des programmes télévisés pour enfants avec des publicités dont on sait qu'elles portent spécifiquement sur ces produits. 3 ans après, qu'est-ce qui se passe? Notre enquête que nous avons fait montre qu'on a toujours 87% de spots publicitaires qui portent sur des produits particulièrement gras ou particulièrement sucrés. Donc les belles promesses de l'industrie agroalimentaire, ça ne marche pas, la démonstration en est faite. Donc ça veut dire qu'il faut passer à une obligation, comme l'ont fait d'ailleurs des tas d'autres pays, et plus récemment l'Angleterre, qui a mis en place exactement le dispositif que nous demandons, c'est-à-dire un encadrement uniquement pendant les programmes pour enfants, c'est-à-dire lorsque les enfants sont tout seuls devant l'écran, en l'absence de leurs parents, et spécifiquement sur les produits les plus gras et les plus sucrés. Je crois que c'est une disposition qui est quand même assez raisonnable. Tu viens, Sarah, parce qu'aujourd'hui on devait te repeser. Tu vas juste retirer tes chaussures et puis ton maillot. Sarah, 8 ans, est déjà sur la courbe de l'obésité. On va retirer tout ça. Aujourd'hui, on va te peser, on va te mesurer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Hein? D'accord? Maman m'a dit que tu avais fait un petit peu plus attention pour manger. Hein? On va en discuter 5 minutes, tu veux? 30,1. Tu mets bien tes pieds le long du mur. Comme elle, un enfant français sur 6 est aujourd'hui sujet au surpoids, une proportion 3 fois supérieure à ce qu'elle était il y a 20 ans. Bon, elle continue à grimper sa courbe. Le matin, elle ne reprend pas de collation dans la matinée? Non, non, non. C'est fini, pas de gâteau, rien du tout. Non, rien du tout, non. Et à 4 heures, parce que le goûter, c'est important. Hein, parce que si on goûte pas assez, mais elle mange on se jette sur elle. Elle est pénible. D'accord. C'est-à-dire, elle mange trop, des fois. Ouais. Alors, on va surveiller encore pendant 1 mois ou 2, hein, sa prise de poids. Ouais. Et si vraiment c'est trop inquiétant, à ce moment-là, il faudra la diriger vers un spécialiste. Mais on ne sait pas, à 6 ans, elle s'est mise d'un seul coup à prendre du poids alors qu'elle a toujours été fine. Je voudrais pas qu'elle rentre dans ce cursus-là, donc on va faire attention. Sarah, tu bois de l'eau tout de suite et tu boiras du sirop tout à l'heure. Non. Tu peux bien boire de l'eau. Si tu bois du sirop tout de suite, quand les autres ils vont boire un verre de sirop tout à l'heure, tu n'en auras pas. C'est à toi de voir. Mais moi j'ai dit non. Tu peux boire un verre d'eau, tu boiras du sirop après. Un verre de sirop pour le goûter et un verre en début de repas. Après c'est de l'eau. Le sirop c'est du sucre inutile. Écoutez bien la pub là. Ne mange pas trop sucré. Pour préserver la santé de nos enfants, seule la loi peut jouer les garde-fous, répètent inlassablement les militants du UFC Que Choisir. Ce jour-là, l'association de consommateurs et ses alliés mettent les petits plats dans les grands pour prendre à revers les lobbies de l'agroalimentaire. Nous, on a décidé de partir en campagne, une campagne sur le terrain, donc avec la mobilisation des citoyens, et puis à travers eux des députés au niveau local. Et puis alors maintenant, on est arrivé dans la phase de la mobilisation au niveau national des députés pour les inciter à passer à la dimension législative. Je suis obligé de constater dans ma commune que ce n'est pas souvent ceux qui mangent le plus de foie gras et chocolat dont les enfants sont frappés d'obésité. C'est souvent les milieux les plus populaires. Il faut reconquérir un espace pour l'alimentation de qualité, revoir aussi nos éléments économiques. La responsabilité des grandes surfaces en termes de marketing est absolument considérable. Et donc, nous devons avoir un rôle de contrainte sur tous ces sujets. Pourquoi ne pas envisager de surtaxer les matières grasses et de détaxer les fruits et légumes? Nous pensons qu'il faudrait interdire les publicités portant sur des produits trop gras, trop sucrés,
dans les émissions qui sont destinées aux enfants, que ce soit avant, pendant, après. La lutte contre l'obésité doit devenir une priorité de santé publique. Je crois qu'il y a un Parlement, une volonté d'aller vers des textes législatifs solides. Vous comptez vraiment sur nous, Monsieur le Président. Et le message semble enfin passer lorsque les sénateurs décident d'inscrire à l'ordre du jour les menaces que fait peser la nourriture industrielle sur la santé publique. Mais ce jour-là, si le ton se veut solennel à la tribune, les bancs des élus restent clairsemés. La séance est ouverte. Aujourd'hui, il ne fait de doute pour personne que l'obésité, qualifiée par l'OMS de première maladie non infectieuse de l'histoire, constitue un risque sanitaire majeur dans les pays développés. La composition des aliments préparés fait apparaître une proportion de sucre, de sel et de graisse bien supérieure aux besoins quotidiens du corps humain. Or, ce double aspect, composition des produits alimentaires et taille des portions, dépend entièrement des industriels de l'agroalimentaire. Quelles sont, Madame la Ministre, vos propositions pour rendre les fruits et légumes économiquement plus abordables et ou pour renchérir le coût des aliments gras sucrés? Bonjour, Monsieur le Président. Il nous faut travailler, agir ensemble, parce que le drame sanitaire auquel nous devons nous mesurer dépasse et de loin les intérêts particuliers. Il engage notre solidarité nationale. Nous connaissons les contraintes des industries agroalimentaires et celles des médias, mais je sais aussi, je leur redis, que leur image à long terme ne bénéficiera pas de ce qui pourrait être interprété comme un manque de fair-play, pire, de responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Je regrette l'absence de certains acteurs économiques lors des concertations qui ont eu lieu, je le leur ai dit, mais je veux le redire ici une dernière fois, ils resteront les bienvenus jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'avec eux ou sans eux, nous prenions des décisions. Merci. Première victoire contre les lobbies. Pierre Menton est jugé innocent de l'accusation de diffamation lancée contre lui par les Salines de France. Bien c'est gagné. Pour moi, ce jugement, d'une part, il reconnaît l'existence d'un lobbying actif autour du problème de l'excès de sel. Il reconnaît aussi l'association qui a été faite entre lobbying et désinformation. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de diffamation valide le fond que l'excès de sel tue ? Le fond était déjà validé par les expertises institutionnelles. Le problème reste entier, quoi. C'est-à-dire que cet excès de sel qui concerne 90% de la population française est toujours là, provoque toujours autant de victimes chaque jour, une centaine chaque jour. Et donc tant que les pouvoirs publics ne réaliseront pas qu'il est important de prendre des mesures contre ce problème, la situation perdurera. Comité des Salines de France, bonjour. Oui, bonjour. Pourrais-je avoir le service communication, le service de presse, s'il vous plaît? Oui, c'est à quel sujet, monsieur? Je suis journaliste pour Canal+. Oui. Et alors, votre demande exacte, c'est un interlocuteur pour parler de l'excès de sel, en fait. Absolument. Donc, nous, on ne souhaite pas venir enrichir la polémique, puisqu'il y a eu un jugement de rendu, on l'accepte et voilà. Mais vous allez faire appel ou pas, alors? Non, il n'y aura pas d'appel. Il n'y aura pas d'appel? Non, du tout. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie, au revoir. Maintenant, sur le sel, sur les calories, ils sont largement au courant. Les gens qui n'auront pas modifié la composition de leur plat dans les années qui viennent, aujourd'hui, auront fait la même stratégie que les gens qui ont refusé de retirer le plomb de l'essence ou qui ont refusé de retirer l'amiante dans les bâtiments. C'est la même chose. Il y a un moment où on sait. Donc on peut dire aujourd'hui que, disons, depuis 2000, et en partie à cause en France de l'action de Pierre Menton, on sait. Et sur l'obésité, on sait. Mais tant que les produits se vendent, quelle est leur incitation à bouger? Réponse des pouvoirs publics? Laissons les industriels fixer leurs propres règles en pariant sur leur responsabilisation. Seulement voilà, lorsque l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, mobilise ses troupes, son président ne semble pas du tout prêt à des concessions. Nous sommes la première industrie du pays et je crois que manifestement ce n'est pas encore toujours bien compris. Un chiffre d'affaires de 145 milliards d'euros, nous sommes véritablement les pépites de l'économie française.
Malgré ces atouts, nous avons en ce moment beaucoup de soucis. Et notre mission est de faire savoir à la communauté politique, à la communauté scientifique, à la communauté médiatique que trop, c'est trop. La ministre de la Santé fait une conférence de presse non concertée, sans avoir contacté qui que ce soit dans ce domaine, annonce qu'elle veut revoir les problèmes de publicité télévisée au niveau des enfants, qu'elle envisage de supprimer les produits sucrés en sortie de caisse. On va où? Est-ce qu'il faut que nous mettions nos usines hors de France? Est-ce qu'il faut que nous arrêtions de rester dans ce pays, au niveau de la première industrie du pays, au niveau du premier exportateur? Nous nous posons véritablement la question. Bon. Où allons-nous? Est-ce que c'est au pouvoir public qui se taxe de libéralisme d'organiser les linéaires des distributeurs? Est-ce que demain, on va se rapprocher des magasins d'État? À ce moment-là, c'est une autre approche du libéralisme très particulière. On l'a déjà connu dans les années 50 en Union soviétique. Si c'est ça qu'on veut recréer, ça ne me paraît pas la bonne approche. Et s'il le faut, nous changerons de méthode. Ça marche pas mal pour les taxis. S'il faut le faire nous aussi, on a beaucoup de camions. Et j'ai le plaisir, dans la foulée, d'accueillir Michel Barnier, ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Et avant de lui laisser la parole, je voudrais lui dire que nous comptons beaucoup sur lui. Il sait pourquoi, il vient de l'entendre, j'espère. Monsieur le Président, je vous ai bien entendu, hein. Je vous ai même soigneusement écouté. J'ai bien compris que vous auriez aimé, Monsieur le Président, que le ministre de la Santé, la ministre de la Santé vienne aussi, hein. J'ai tout à fait l'intention, Monsieur le Président, je vous le dis d'emblée, à vous tous et à vous toutes, Mesdames et Messieurs, d'être votre ministre. Une ministre de la Santé, absente et moquée, un ministre de l'Agriculture qui réaffirme son soutien aux industriels de l'agroalimentaire. Face aux intérêts économiques, l'enjeu de santé publique pèse-t-il encore vraiment lourd dans la balance? Et pour les pouvoirs publics, c'est dans les cercles très fermés proches du pouvoir que les lobbies préfèrent mener leurs tractations. Et ils n'échangent avec les médias que lorsque cela sert leurs intérêts. C'était à propos de Jean-René Buisson. Je voulais savoir où on en était de son interview. Parce que là, énième tentative pour décrocher un entretien avec le patron de l'ANIA. Son agenda est assez, et je vous l'avoue, assez, comme vous en dites, bouqué. Parce qu'il était d'accord aux assises, il était plutôt d'accord, c'est ça? Oui, sur le principe, après, bon voilà, il faut s'y prendre 3 mois à l'avance, c'est pire que le ministre. Il faut que je relance, etc. Mais on se rappelle tout à l'heure et j'essaie d'avoir un maximum d'éléments à vous donner. Très souvent, ces industries, ces lobbies jouent du risque de fermeture d'entreprises, de la délocalisation et ainsi de suite. On sait que c'est le discours habituel et qui permet donc de faire pression, de faire peur et finalement on n'obtient pas d'avancer sur ces questions de prévention, ce qui est quand même très dramatique parce que pendant ce temps-là, on perd du temps et ça veut dire autant de Français en plus qui sont malades. Rungis. Image d'Épinal du ventre de la France d'il y a 30 ans. Perico Légas est critique gastronomique. Journaliste pour l'hebdomadaire Marianne, il a fait de la qualité son cheval de bataille. Pour lui, bien manger n'est pas qu'un acte vital, c'est aussi un enjeu politique. Ça, c'est le poulet de Bresse, hein. C'est magnifique. Tout ça, c'est un patrimoine menacé. Et bien entendu, le drame, c'est quand l'industrie s'est emparée de l'alimentation française. Elle n'a cherché qu'à conforter ses profits, améliorer ses bénéfices, et on a évidemment donné à la population à manger des produits qui étaient fabriqués, qui n'étaient plus produits, qui étaient fabriqués dans des conditions évidemment totalement déplorables. Allez-y, monsieur, allez-y, je vous en prie. On fait de la culture intensive, et pour que le productivisme soit rentable, eh ben, c'est pétri de chimie. On met de la chimie partout, de la technologie partout, des conservateurs. Et aujourd'hui, le problème n'est pas de donner à manger à tout le monde, mais d'écouler la surproduction. Et donc, on a fait baisser la qualité de façon à ce que cette production soit le moins cher possible à produire, de façon à ce que l'agroalimentaire puisse faire le maximum de bénéfices. Et cette logique est en train de prendre des proportions telles qu'on est en train de dépeupler la planète, d'empoisonner les terres, et bien entendu, aujourd'hui, d'empoisonner la population.
Je viens de sortir de la 3e et dernière réunion du groupe de travail qui a été mis sur pied suite aux annonces de Roselyne Bachelot. Les nouvelles sont un peu mitigées parce que déjà on se doutait que les professionnels de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution ne seraient pas là. Et effectivement, ils n'étaient pas là. Donc 3e et dernière réunion de politique de la chaise vide. Moi, mon interprétation, c'est effectivement que les industriels jouent la montre. Ils essayent probablement de voir combien de temps ils peuvent durer sans avoir à sortir des engagements qui soient fermes. Au service de qui les pouvoirs publics exercent-ils leur action? Est-ce au service donc des lobbies économiques ou est-ce au service de la population générale? Dominique Lanzmann, médecin nutritionniste, chercheuse et consultante, a vécu de l'intérieur les conflits d'intérêts d'une recherche publique financée par le privé. Pendant 12 ans, elle a travaillé pour un grand groupe français de l'agroalimentaire. J'étais responsable de la partie lipides, matières grasses. C'était ma spécialité puisque j'étais à l'hôpital en lipidologie, etc. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer dans des programmes européens les grands margariniers, huiliers, etc. Et là, les intérêts financiers sont énormes et là, on est très méchant. J'ai vécu plusieurs exemples dans le cadre de programmes de recherche où pour des intérêts économiques, on a coulé des programmes de recherche pour ne pas que certaines choses se sachent. Et où on a même, on a fait des choix commerciaux qui allaient à l'encontre de l'intérêt de la santé publique. Alors par exemple, l'étude de Lyon, menée par le professeur Serge Renaud, directeur de l'unité 63 INSERM, dont l'objectif était de prévenir les récidives d'infarctus chez 600 cardiaques tirés au sort à l'aide d'un simple régime inspiré de la diète crétoise traditionnelle qui consistait à consommer de l'huile de colza et de la margarine de colza. On a fait baisser les récidives d'infarctus de 70% avec du colza. Voici les sujets expérimentaux. Vous voyez que leur courbe se maintient très près du 100%. Ils restent en vie sans problème, alors que les contrôles, les témoins ici qui reçoivent de l'huile de tournesol, de l'huile végétale, enfin d'autres régimes dits prudents, eux, vous voyez qu'ils ont de nombreux événements et que leur pourcentage de sujets survivants et en bonne santé diminue très vite. L'étude a été publiée en 1993 et Unilever, qui non seulement finançait l'étude mais fabriquait la margarine de l'étude, était au courant des résultats depuis à peu près 1991. Eh bien, il a fallu attendre plus de 10 ans pour avoir en France une margarine au colza sur le marché. Unilever n'a pas sorti sur le marché la margarine malgré les supplications du professeur Renaud. C'est moi qui leur ai demandé de faire une margarine à base de colza. Ça aurait permis de sauver bien des gens qui ont des accidents coronariens. Une margarine? Ben oui, cette margarine, oui. Mais ils ne voulaient pas le mettre sur le marché. On préfère mettre sur le marché une autre margarine beaucoup plus chère qui à l'époque se vendait plus de 3 € la barquette, c'était Proactive. Et pendant ce temps-là, pendant 10 ans, les cardiaques français n'ont pas eu accès à une margarine de colza. Et avec 170 000 décès par an cardiovasculaires, vous imaginez si cette margarine de colza avait été sur le marché, le nombre de décès qu'on aurait pu prévenir. Ils veulent empêcher ce qui les dérange et puis promouvoir ce qui les arrange, tout simplement. En dehors d'Unilever, nous avons demandé à 2 grands groupes agroalimentaires en France de bien vouloir nous recevoir. Et ce, dès le début du tournage de ce film, en novembre 2007. L'enjeu, savoir comment ces entreprises prennent en compte les problématiques santé liées à l'alimentation. Une seule a immédiatement accepté, Danone. La firme a bien voulu nous ouvrir les portes de son centre de recherche de Massy-Palaiseau, là où elle développe en grand secret ses produits de demain.
Donc ici, en fait, vous avez un laboratoire de microbiologie et de biologie moléculaire. On n'est pas dans la médecine parce qu'on n'est pas ici pour traiter, on est plutôt ici pour comprendre quelle est la flore qu'un individu sain doit avoir. Ici, l'entreprise emploie 360 scientifiques et la pointe de la technologie, avec une seule mission, mettre en œuvre sa nouvelle stratégie. Du tout petit, du petit bébé à la naissance jusqu'au senior, le plus âgé possible, on a tellement de propositions à faire, tellement de besoins pour arriver à avoir une meilleure vie. C'est le début, hein. On est dans de la science, on est dans de l'exploration, mais on peut très bien imaginer que dans 5 ans ou dans 10 ans, on va être capable de développer des aliments qui permettront d'orienter notre flore pour nous aider à être dans les meilleures conditions qui soient. On sera sur un yaourt, par exemple, qui va permettre de régler la flore pour, par exemple, ne pas tendance vers un surpoids. Hein, ou pour les personnes qui sont en surpoids, leur dire, OK, prenez plutôt ça, parce que vous avez tendance à capter trop d'énergie, par exemple. Aujourd'hui, le marché de l'alimentation santé pèse déjà plus de 12 milliards d'euros. Il y a quelques jours, juste avant la première diffusion de ce film, Nestlé France, que nous avions sollicité il y a plus d'1 an, a finalement souhaité s'exprimer. On considère qu'on est partie prenante de ce secteur et qu'on veut même être le leader dans le domaine de la nutrition, la santé et du bien-être. Voilà. Si un sujet sur l'alimentaire est fait, nous estimons que notre rôle dans cette catégorie, notre rôle notamment de leader dans le domaine de la nutrition, santé et bien-être, nous intéressait beaucoup d'être partie des sociétés interrogées. Nous sommes conscients que pour le moment, la qualité nutritionnelle, le faible taux en sel, le faible taux en gras, le faible taux en sucre est plutôt l'apanage de marques qui sont en effet légèrement plus chères que d'autres offres produits et que nous travaillons donc à des offres produits moins chères pour élargir le bénéfice de tout ce que la recherche de la nutrition Nestlé a permis déjà de faire comme avancée sur nos marques phares. Et une société comme Nestlé, appuyée sur la recherche-développement et beaucoup d'efforts de reformulation et d'investissement industriel, arrive à la fois dans les catégories où nous jouons à être le produit préféré en termes de goût, mais un produit qui a un avantage significatif en termes de nutrition par rapport aux produits concurrents. Pendant des années, l'industrie du tabac a nié que le tabac pouvait être dangereux pour la santé. Et donc, chaque fois que quelqu'un disait que le tabac provoque telle ou telle maladie, le cancer, l'insuffisance respiratoire, l'industrie du tabac disait que c'était faux. Et il a fallu des années pour arriver à prouver qu'il y avait un lien entre le tabac et les risques sanitaires. Et actuellement, la plupart de l'industrie agroalimentaire, qui pilote des études comme celles réalisées par l'industrie du tabac, finance ces études avec des protocoles qui font que l'on ne peut pas démontrer le côté néfaste de l'alimentation parce que l'étude ne permet en aucun cas de le démontrer. Si vous prenez le cas de l'aspartame, par exemple, vous apercevez que donc, sur à peu près 200 études actuellement disponibles étudiant les effets santé des consommations observées d'aspartame actuellement dans la population, la moitié sont financées par le public, la moitié sont financées par le privé. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que la totalité des enquêtes financées par le public décrivent un effet nocif des quantités actuellement absorbées d'aspartame sur la santé, et que seulement 3% des études financées par le privé décrivent un effet nocif de l'aspartame. Ce qui montre de manière vraiment éclatante, si vous voulez, les biais que peuvent introduire la source de financement dans les résultats de la recherche. Ils diffusent une propagande qui est souvent trompeuse. Par exemple, elle est très efficace au sujet des acides gras trans. Ils diffusent des informations mensongères dans des débats à la radio. On les retrouve ensuite dans des éditoriaux du Wall Street Journal, puis sur Fox News. Ils contrôlent les médias les plus importants et les plus puissants des États-Unis. Comme les industriels de la cigarette hier, producteurs et distributeurs de l'agroalimentaire usent aujourd'hui de tout leur pouvoir pour défendre leurs intérêts. Comme tout groupe de pression organisé, ils ne jettent l'éponge que si on les y contraint par la loi.
Aux États-Unis, un avocat a osé attaquer et il a gagné. Les multinationales sont très difficiles à faire bouger. C'est pour ça que les attaquer en justice reste un des moyens les plus efficaces pour les forcer à changer. Les gens se moquaient et disaient « Ces procès sont grotesques, ils sont ridicules ». Mais on en a déjà gagné 10, obligeant les grandes firmes comme Kellogg's, Kraft, McDonald's et d'autres encore à des changements importants dans leur fabrication. Il y a encore un procès en cours. McDonald's le juge illégitime, mais les 4 juges chargés de l'affaire ont déclaré qu'il s'agissait d'une action tout à fait valide. L'un d'eux a même été plus loin en affirmant que les nuggets au poulet de McDonald's semblaient avoir été créés par Frankenstein. Et devinez quoi ? Depuis, McDonald's a de lui-même modifié la recette de ce produit grâce à ce procès. En parallèle à ces premières victoires judiciaires, paradoxe américain, c'est ici que s'organise un début de contre-pouvoir à l'hégémonie agro-industrielle. Du côté des consommateurs cette fois, avec des réseaux entièrement indépendants, de producteurs et de distributeurs, tous unis contre la baisse de qualité des standards nutritionnels. Pour éduquer les enfants, ils n'hésitent pas eux aussi à mener la guerre des images, comme avec ce court-métrage d'animation, largement distribué sur le net, et produit par un collectif de cultivateurs biologiques, l'Organic Trade Association. These are dark times, young Cuk. What do you mean, Obi-Wan Kenobi? For over 1,000 generations, organic food like us lived in harmony with the ways of the farm. The farm? Yes, Cuk. The farm is what gives us our power. It's a kind of a field that creates all edible things. Wow. But alas, the market has been taken over by the dark side of the farm. An empire of pollution and pesticides has ruthlessly conquered the market, nearly wiping out our organic birthright with unsustainable, short-sighted practices like genetic engineering, irradiation, and massive chemical pesticide use. Seduced by artificially lower prices, people don't even want to know where their food comes from. The true ways of the farm are now almost forgotten. But there is a new hope. A growing resistance called the Organic Rebellion is fighting back. Pour mieux lutter contre les méfaits de l'alimentation industrielle, les consommateurs américains se sont lancés un même défi aux 4 coins du pays. Ne plus se nourrir que dans un rayon de 160 km, en privilégiant des produits sains et locaux. Comme les légumes biologiques produits par la famille Jenner, les militants paysans du nouveau millénaire. Nous pourrions bien être la première génération à vivre moins longtemps que nos parents. Le taux de diabète chez les enfants n'arrête pas d'augmenter. Beaucoup de gens se tournent vers la médecine. Ok, les médicaments, c'est important. Mais chez nous, il y a un dicton qui dit « on est ce que l'on mange ». Les gens l'ont oublié. Et quand on ne sait plus ce qu'il y a dans la nourriture, quand on ne sait même plus comment elle a été fabriquée, ça peut devenir très dangereux. Tout ce qui tourne autour de la nourriture est politique. La chaîne alimentaire et l'agriculture de ce pays ne fonctionnent plus. Alors on peut choisir de faire partie de la solution ou bien de continuer à contribuer au problème. Si vous refusez l'alternative et si vous vous contentez de dire « c'est comme ça, j'y peux rien », alors vous faites partie du problème. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de me reconvertir dans l'agriculture biologique, parce que je veux faire partie de la solution. Le système agricole de ce pays, mais aussi celui du monde entier, ne marche plus. Nous devons revenir à l'origine de ce qu'est vraiment la nourriture. Tout ce dont nous avons besoin vient de ceci, de la terre quand elle est saine. Tous les nutriments vitaux viennent de là. Pas d'une pilule, pas d'une potion ou d'une boisson miracle, mais bien de ceci, de la terre. Donc plus vous êtes proche d'elle, plus vous êtes proche des aliments qui viennent d'elle, et plus vous serez en bonne santé, dans votre tête, votre corps et votre esprit. Nous ne sommes pas des pionniers, nous aimons juste nous régaler.
Ces tomates seront dans vos magasins dans environ 60 jours. Et d'ici là, les plants vont grimper jusqu'au plafond. Au pays des hypermarchés globalisés à prix toujours plus bas, Outpost avec ses 3 magasins a fait le pari opposé, avec pour credo de faire émerger une nouvelle économie locale. Et ça marche. Le réseau national des épiceries coopératives auquel Outpost appartient représente déjà un marché de plus de 1 milliard $. Bienvenue à Outpost, coopérative d'alimentation naturelle. Nous existons depuis 1970 et nous avons récemment fêté notre 38e anniversaire. En parcourant le magasin, vous remarquez les étiquettes indiquant nos produits locaux préférés. Elles signifient que ces produits viennent d'un fournisseur ou d'un producteur qui est localisé soit dans l'État du Wisconsin, soit dans les environs. Et voici les salades les plus délicieuses dont on puisse rêver. Elles ont poussé à moins de 5 km d'ici. L'idéal. La principale différence, c'est que nous sommes une coopérative qui appartient à ses clients, des gens qui vivent ici. Nous avons 13 000 actionnaires. Chacun gère sa part de la coopérative. Nous les écoutons. Nous sommes attentifs à ce qu'ils veulent, à ce qui leur importe et donc à la qualité de ce que nous vendons. J'ai décidé de devenir actionnaire parce que notre société a besoin de retrouver une économie locale. On a besoin de paysans proches de nous et pas de produits expédiés de Californie à 2500 km d'ici. Il est plus que temps de reprendre le contrôle de ce que nous mangeons. C'est vrai que faire ses courses dans un magasin comme celui-ci reste un luxe. La population par ici en a les moyens, mais il faut un certain revenu pour pouvoir se permettre d'acheter des produits biologiques. Dans les quartiers les plus pauvres, vous n'avez pas les magasins qu'il faut. Vous n'avez pas accès à ce genre de produits, ni même aux aliments frais. Donc les pauvres sont toujours sacrifiés. En France aussi, des privilégiés commencent à s'organiser pour résister à l'emprise de la malbouffe. Comme au château d'Arnajon, près d'Aix-en-Provence, où les cours particuliers de cuisine de Marc Héracle n'ont jamais connu autant de succès. Alors on va commencer par faire du poulet au vin, au romarin et à l'ail. C'est très bon aussi avec du gibier. C'est vraiment une très très vieille recette. Et les gens emportaient ces morceaux de poulet dans les champs au moment des vendanges et faisaient terminer la cuisson sur un feu de bois. C'est vrai qu'il y a des recettes simples qui sont délicieuses et qui sont bonnes pour la santé. Donc, plutôt que prendre des plats surgelés, congelés, ça n'a pas les mêmes saveurs. Quand on a la chance de ne pas avoir à compter, on voit forcément les choses différemment, on va prendre plus de temps au marché, on ne va pas aller au premier supermarché du coin. Voilà. Moi, les supermarchés, j'ai de plus en plus de mal. Si on veut bien manger, ça va, c'est pas... On ne passe pas 3 heures en cuisine non plus, on peut faire des choses très simples avec de bons ingrédients. Je pense que le goût est devenu une culture, quelque chose réservé à des gens cultivés, qui ont les moyens de le goûter, ce goût, et qui ont les moyens de se l'offrir. Une consommation à 2 vitesses se met en place, avec des gens qui ont une espèce d'élite de la consommation qui a accès aux produits sains, bio, naturels, qui peut payer le prix, donc on leur en donne pour leur argent. Et puis les autres, on dit, bah, dommage pour vous, vous n'avez pas les moyens, donc vous aurez des sous-produits. Bien se nourrir pas cher, c'est infaisable. Quasiment en tout cas. Parce que les légumes sont chers et ils augmentent de plus en plus. Pas les salaires. Donc ça fait que ça le fait pas. Donc si on veut manger légumes, fruits, féculents, poissons, faut être riche ou alors laisser tomber et puis manger ce qu'on trouve.
comme moi touche 1100 €, vous savez, on va pas loin à 1100 €. On travaille tous les deux, mais 2 SMIC, une fois les factures payées, il ne reste pas grand-chose. Donc on s'en tire pour peut-être 200 €. 200 € au niveau alimentation par mois. Donc 200 €, on ne fait pas grand-chose. Ça y est, Luigi. On est inégaux devant l'assiette, ça c'est une évidence. Et si vous regardez la prévalence de l'obésité chez les ouvriers par rapport au cadre supérieur, vous avez environ près de 2 fois plus d'obèses dans les populations ouvrières que dans les cadres supérieurs. On peut dire, si vous voulez, que la consommation de fruits et légumes frais est un marqueur des inégalités socio-économiques. C'est absolument un moyen de saisir l'inégalité, parce que cette consommation varie selon le revenu, selon le niveau d'éducation, selon le statut socio-économique. En fait, ce qu'on constate, c'est que le Français moyen va dépenser entre 6 et 7 € par jour pour s'alimenter, tout compris en tout cas pour son alimentation à domicile. Donc on se dit, pour lui, ça ne doit pas être un problème tellement d'argent, mais plus un problème de choix, de désir de s'alimenter correctement, d'autres problèmes que des problèmes strictement budgétaires. Dans certaines familles, à l'heure des devoirs, on se défend comme on peut, jour après jour, contre les mauvaises pratiques alimentaires. Pour une journée, on a besoin d'eau, de 5 fruits et légumes, du pain ou des céréales ou des féculents à chaque repas. D'accord. Les laitages, les poissons, œufs ou viande. c'est pareil. Et puis les graisses, tu vois, ils les ont mis tout en haut et on en a besoin que d'un tout petit peu, en fait. Tu vois, c'est pour ça qu'on a fait une pyramide. Mais les produits sucrés, on les a pas mis parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. C'est quelque chose qui n'est pas indispensable à la santé. Tu comprends ? T'as bien dit que quand tu nous as fait notre formation, quand même, il fallait un peu de sucre et ça pouvait... Oui, mais du sucre, tu en trouves dans les fruits et les légumes, dans les céréales, le pain et les féculents, et c'est tout. Vous savez qu'il y a des recommandations extrêmement précises, et il y en a beaucoup, non seulement sur l'équilibre protéines, lipides, glucides dont on parle souvent, mais aussi sur les apports en toutes les vitamines, tous les minéraux, les oligo-éléments, etc. Et donc, si on utilise des procédés tout simplement de modélisation pour voir quel serait le prix strictement minimum pour respecter l'ensemble de toutes ces contraintes, on s'aperçoit que même un ordinateur, donc qui a une capacité de calcul phénoménale et qui absolument connaît tout sur les aliments et leurs prix, il n'y arrive pas à moins de 3,50 € par jour. On est à 5 à 6 millions de personnes en France qui dépensent moins de 3,5 € par jour pour l'alimentation à domicile. 3,50 € par jour, soit environ 1,50 € par repas, serait donc le minimum vital pour avoir une alimentation équilibrée. Dans un quartier sensible de Clermont-Ferrand, une association de consommateurs, la CLCV, a décidé de tenter l'expérience. On va essayer de relever un triple défi, c'est-à-dire essayer de préparer quelque chose de pas cher, de bon, où on ait du plaisir, et d'équilibrer. On essaye de faire un menu où on retrouve les familles d'aliments. Qu'est-ce que vous avez envie? On avait dit un couscous, mais ça fait long. La tagine à l'agneau, ouais. Ça cuit plus vite. Ouais. On part sur une tagine? Ouais. Je dis qu'on était combien tout à l'heure à manger? 14. 16. On a 24 €, à peu près. On doit avoir à acheter sur la liste. Il n'y a pas des langues de chat là dans les gâteaux? Oui, des langues de chat, en gâteau. On essaye de jouer le moins cher. 20 centimes. Tout est transformé. On a du dextrose de blé, du blanc d'œuf en poudre, du sel, etc. Donc bon, là, on se fait plaisir, mais c'est vraiment au niveau nutrition, c'est nul. C'est pas génial. C'est pas recommandé. Je sais pas si on prenait un produit, celui-là il est plus cher, il est quasiment le double. Si on retrouve les ingrédients, là par contre, on a un produit qui est nettement plus cher, mais on démarre à ingrédients fabriqués. Ouais. Mais sur les gâteaux, ce qui est drôlement intéressant, c'est de regarder quand même un petit peu comment la composition. Ok, là c'est juste pour décorer le dessert, donc ça roule. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Après, il nous reste légumes, viande et fromage blanc. Ouais. Oui. Combien elle est la banane? La banane, 1,09. Ils y vont pas de même ordre? Non. On va prendre des plus petits poulets. On a trouvé des poulets moins chers. Ça fait déjà 50 centimes en moins pour les deux. 60. 26.
Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça démontre que de toute façon, on a vraiment beaucoup de mal à concilier prix et qualité. Parce que là, on a pratiquement systématiquement pris des produits dans le rayon discount. Hein. Ça va faire trop d'ail après. Moins c'est cher. Sur des produits transformés, plus c'est sucré, plus c'est gras. Moins c'est cher, plus on va avoir des fruits et légumes poussés avec des pesticides, etc. Sur la viande, moins c'est cher, plus on va avoir des poulets en batterie, moins de qualité de la façon dont les animaux sont nourris. Il est absolument anormal que toute la population ne puisse pas accéder à une alimentation équilibrée et saine, quoi. Et là, tout de suite, il y a des enjeux qui sont importants, des enjeux qui sont même des enjeux sanitaires. Bon appétit à tous. Merci. Des enjeux sanitaires aux dimensions d'une épidémie nationale d'obésité et de diabète sucré, dont les plus pauvres seraient aujourd'hui les premières victimes. Les médecins épidémiologistes en mesurent déjà l'impact sur le terrain. En Seine-Saint-Denis, à la maison de quartier de Bondy, un test de dépistage systématique a lieu ce jour-là, quand la médecine de santé publique rencontre des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Ça fait au moins 3-4 mois que je ne peux pas travailler, rester à la maison. J'ai pris au moins 25 kilos. Mais vous grignotez, oui, tout le temps. Mangez toute la journée. Ouais. 14,5 glycémie. Vous êtes juste à la limite. Mais vous creuserez la question la semaine prochaine avec le médecin, d'accord? Et vous avez déjà contrôlé le cholestérol, le diabète? Oui. Pas de diabète, pas de Oui. cholestérol? Non. On regarde le sucre, on regarde les graisses, on regarde pas mal de choses qui ont un lien direct avec leur hygiène de vie et surtout l'alimentation. D'habitude, vous m'avez dit que vous aviez 1,33 g. Oui. Enfin, c'est 1,64 g. C'est un petit peu élevé. J'ai mangé le sucre ce matin. Ouais. Mais c'est un tout. Le diabète, c'est pas que le sucre. C'est les graisses. Ouais. Tout ça, ça joue. Hein. D'accord? On a vu que les colis qui étaient distribués étaient extrêmement déficitaires, justement dans les aliments nobles, les fruits, les légumes et le poisson. Et très souvent, ces colis, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent les produits d'épicerie, quelque chose qui certes va les aider, puisque ça va quand même combler le besoin de manger, mais qui ne va en aucun cas compléter et rééquilibrer une ration qui elle-même est déjà déficiente à la base. On se rend compte qu'on est en train de créer une fracture alimentaire entre ceux qui vont pouvoir consommer sainement et ceux qui n'ont pas le choix et qui vont consommer des produits moins chers et donc bourrés de sel, bourrés de produits, bourrés d'adjuvants et qui donc seront ceux qui seront ensuite qui seront le plus soumis aux maladies, que ce soit obésité, que ce soit hypertension ou que ce soit cancer. Donc vraiment, fracture alimentaire qui provoque une fracture sanitaire. Le plus étonnant, c'est que quand moi j'en parle avec des journalistes qui me disent bon bah alors ça y est, c'est en œuvre les mesures de prévention de l'obésité puisqu'on en a tellement parlé, et ils tombent des nues quand je leur dis ben non, il n'y a rien, il n'y a rien, absolument rien. Les mesures de Roselyne Bachelot ne seront pas mises en œuvre tout simplement parce que il y a eu tout ce travail de lobbying, ce travail de sape, extrêmement efficace, il faut le remarquer, de la part de ces lobbyistes. Plus d'un an après le début de cette enquête, aucune grande loi sur l'obésité et ses conséquences n'a encore vu le jour. Les pouvoirs publics continuent à parier sur la seule bonne volonté des industriels. Pourtant, plus personne n'ignore les enjeux de santé publique pour la société de demain. Il est important d'agir aujourd'hui pour éviter que demain, il ne soit trop tard et que nous ayons pour la première fois dans l'histoire de nos civilisations une réduction de la longévité, car c'est ce qui nous attend si nous n'intervenons pas sur ces maladies. Aujourd'hui, si on ne fait rien, on est sur une courbe qu'ont connue les États-Unis, et en 2020, on aura 30% d'obèses. Nous, consommateurs,
on a encore le pouvoir. Et même si la société essaye de nous faire croire le contraire, en nous disant que nous ne pouvons plus faire la différence, que le combat est inégal et qu'on doit laisser tomber, je pense que nous pouvons tous, à notre niveau, faire des choix pour soutenir un autre modèle d'économie. Je connaissais quelqu'un qui disait dans ma famille, comportez-vous en mouton et vous finirez en côtelette.